Salut Eric, bonjour à tous. Je suis avec Bonjour. Charlotte pour vous accueillir. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Hein. Bon, écoute, on est très heureux d'être avec toi à midi aujourd'hui. C'est le premier jour de l'ouverture de la Cafette Envie. Tu sais, c'est notre espace communautaire pour les indépendants, pour les freelances, pour les solos. Et on est très, très heureux de l'ouvrir avec toi. Bonjour tout le monde. Vous pouvez nous mettre un petit coucou dans le chat, nous dire si vous êtes là, un petit mot à la famille Envie et d'où vous venez. Voilà, ce qui vous inspire. On est très heureux de partager ce moment avec vous. On a 5 personnes dans les coulisses qui ont la chance folle d'être sélectionnées pour pitcher devant toi, Eric. Lille, ah génial. En fait, je vous raconte un peu comment ça s'est passé. On s'est dit que c'était important que les indépendants aussi aient leur moment de pitch pour se présenter, parce qu'on passe sa vie à vendre quand on est entrepreneur. Et ce n'est pas parce qu'on ne lève pas des millions ou qu'on ne veut pas être une licorne qu'on n'a pas la chance de pouvoir passer devant Éric Larchevêque pour profiter de ses conseils. Et donc, on a lancé le pitch des indépendants et ça va être un rendez-vous régulier de la cafette en vie. On espère avec toi, Eric. Et puis, donc là, c'est la grande première. On a choisi nos participants grâce à la complicité de nos amis, de Julie Huguet de freelance.com, d'Alexandre Fréty de Malte, de Grégory Beck de Crème de la Crème et de Ruben Tayeb qui nous a bien aidés. Donc, merci à tous d'avoir postulé. On espère que ce sera votre tour la prochaine fois. Eric, merci. Comment ça va depuis qu'on s'est quitté là sur le plateau de Qui veut être mon associé? Bah, écoute, Qu'est-ce qui t'est merci passé? Raconte Catherine. un Bah, j'ai du mal à te reconnaître sans ta robe rouge iconique qui a marqué tous les téléspectateurs. Bah, écoute, depuis que tu es parti, on a retourné 2 saisons et la troisième saison a été tournée en septembre et ça va être diffusé à partir de janvier, donc d'ici un mois à peu près sur M6. Hein. J'ai pas la date exacte, mais à mon avis, ça va être le premier épisode entre le 4 et le 6 janvier, et ce sera parti pour 6 émissions. Voilà, donc pour Wow. ceux qui apprécient le programme, en janvier, réservez déjà vos soirées parce que on va revenir et ça risque voilà, d'être sympa. Je pense qu'il y aura encore des bons projets, des bons pitchs et donc j'espère que vous apprécierez le programme autant qu'on a pu apprécier de le tourner. Ah, c'est génial. Tu n'as pas un petit scoop ou une petite indiscrétion de tournage pour savoir juste entre nous, on est entre nous. Ah bah je sais pas, disons que je pense qu'à un moment, je pense que ça va être monté, mais Anthony m'a un peu énervé et je crois que je lui ai fait un beau doigt d'honneur. Non, Donc voilà, je vous laisse découvrir, j'en dis pas c'est plus. pas ton genre. C'est pas ton Ah genre. non, mais il m'avait vraiment énervé. Ah, c'est pas possible. Bon, ça va pas, rassure-les, ça va pas être le cas Non, non, de non, non, ça va pas être hein. le cas là maintenant. Je propose on accueille Maharo, qui est la pitcheuse numéro 1. Je vous explique comment ça va se passer, Charlotte. C'est 15 minutes. Voilà, 15 minutes pour chacun des pitchers, quelques minutes pour présenter votre projet de manière voilà, claire, spontanée, naturelle. C'est tout ce que Eric nous transmet. Et puis ensuite, Eric, on te laisse le temps pour réagir, pour questionner, qui dans Ouais. le projet qui t'a été présenté voilà, pourrait être amélioré, n'est pas complètement clair, les pistes qu'il faut creuser, les bons conseils que tu peux nous donner. Tout le monde profitera des conseils que tu donnes parce que, en fait, un indépendant qui se lance, eh bien, les questions sont toujours les mêmes. Donc, merci pour ceux qui pitcheront et pour tous ceux qui nous suivent. Génial. Maharo, est-ce que tu es là? Bonjour à tous, oui, je suis là. Génial. Prête? Est-ce Prête. que je te vois, moi? Je vois que Eric, mais Moi, là. je te vois, Maro, donc vas-y, Alors, je t'écoute. c'est parti. Super, alors j'y vais. Bonjour Eric, bonjour à tous. Je m'appelle Maharo, un prénom exotique et en prime, j'ai une biculture franco-malgache. D'ailleurs, l'une des spécificités culturelles à Madagascar est le maintien de nos aînés dans la maison familiale jusqu'à leurs derniers jours. Alors forcément, lorsque j'ai appris qu'en 2021, la France comptait plus d'1 million de personnes âgées isolées et en manque de lien social, j'ai eu un choc. Et face à cette réalité, plus d'1,5 million d'étudiants sont en mal de logement,
une situation précaire qui souvent, parfois, les oblige à abandonner leurs études. C'est pourquoi j'ai décidé de bâtir un écolieu de vie intergénérationnel dans un écrin de verdure en Nouvelle-Aquitaine, qui se veut être un trait d'union entre nos aînés et la nouvelle génération. L'idée est que chacun puisse profiter d'un espace de vie individuel, ici en partant d'une bâtisse avec des appartements réhabilités aux normes écologiques pour les néo-seniors et des chalets éco-conçus pour les étudiants. La charte de la maison les invitera à se rassembler dans des lieux, dans des espaces communs pour donner une dynamique à la communauté et partager des instants chaleureux comme des ateliers do it yourself, prendre soin du potager en permaculture, avoir des activités annexes. Ça peut être aussi des cours de numérique. Le modèle économique repose principalement sur la conception de 60 logements, dont 30 unités en colocation premium, et sur des baux locatifs classiques sur une année, allant d'un loyer à 1 100 € pour un appartement par mois pour un senior et à 550 € par mois pour un étudiant. Mais attention, là, en revanche, sur un bail locatif de 10 mois, ce qui me permet de relouer le chalet des étudiants pendant les 2 à 3 mois de haute saison estivale sur des sites touristiques écologiques comme Va au Vert ou Green Go. Vous l'aurez compris, la dimension d'impact est vraiment fondamentale à mes valeurs, tant par la mission de tisseuse de liens que j'incarne, mais aussi par les choix stratégiques et écologiques qui seront opérés pour l'exécution de ce lieu de vie. Et puis, la réussite de ce projet tient à mon expertise en marketing stratégique, développement commercial et par mes 15 années d'expérience dans l'industrie du tourisme et depuis peu dans l'immobilier. Et cet écolieu, je rêvais de le bâtir avec mon grand frère qui malheureusement a disparu il y a 5 ans, à seulement 46 ans. Donc, quelque part, donner vie à ce projet de cœur, c'est honorer sa mémoire ainsi que celle de mes grands-parents qui m'ont tant apporté. Et comme eux, j'aimerais vraiment pouvoir laisser de belles empreintes derrière moi à la fin de mon pèlerinage. Voilà, merci de m'avoir écoutée. Très bien, merci Maro pour ce beau pitch. Où est-ce que c'est situé? Dans quelle région? Je l'ai peut-être dit, mais je n'ai pas noté. Alors, je dit Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine. Et très exactement, on est en ce moment en train d'étudier, parce que j'ai oublié de le dire, je suis accompagnée et soutenue par Olivier Lacheneau, le PDG du groupe ILO, dans ce projet. Et en fait, il est détenteur d'à peu près 100 campings franchisés de la marque Camping Paradis. Et notamment, c'est le téléfilm sur TF1, Camping Paradis. Il a un tour opérateur aussi de 1500 mobil-homes en location dans l'Hexagone et une société de gestion locatif de camping également. Et donc, on est en train d'étudier la partie, Nouvelle-Aquitaine, ici, ville moyenne, on va dire, de France. D'accord. Donc là, en fait, il y a quand même un énorme pan, je dirais, de projet de développement immobilier, parce que j'imagine que ce n'est pas construit, que en fait, tu vas réaliser les logements et les chalets. Donc, c'est 60 chalets ou alors 30 logements appartements et 30 chalets. C'est quoi le… Alors, très exactement, parce que je voudrais vraiment ici prendre le fil conducteur qui est impact environnemental. C'est vraiment, l'idéal serait de partir depuis une bâtisse existante et de réhabiliter en appartement. Ou alors, on est vraiment encore là en train d'étudier si on partait par exemple sur une maison, je dis n'importe quoi, de colonie de vacances ou sur un bâti existant. En revanche, oui, les chalets seront vraiment à monter, à construire. D'accord. Donc, donc, en fait, ma première question, c'est comment tu vas faire pour financer tout ça? Parce que là, on est quand même plus dans un projet entrepreneurial assez lourd qui va nécessiter… je sais pas, ça a plus se chiffrer en millions d'euros qu'en centaines de milliers, je pense, par rapport à ce que tu me décris. Donc déjà, avant même de parler finalement du projet, voyons sa faisabilité, comment tu vas faire? C'est quoi ton approche pour réussir à capitaliser là-dessus? Alors, ma première idée était donc de faire aujourd'hui de faire une presse sur le projet, parce qu'on me l'a demandé aussi afin d'aller à la rencontre des maires et des régions. Je suis actuellement en train, grâce à Didier Pajot, un monsieur qui connaît très bien La Rochelle,
et qui a une très belle carte au niveau des communautés de communes, donc de présenter ce projet avec lui. Donc, c'est de faire une presse, d'aller à la rencontre de ces maires, de ces régions et de peaufiner vraiment ce projet et de se dire pourquoi pas ensuite aller faire une levée de fonds et en deuxième partie faire une campagne de crowdfunding. D'accord. Donc, en fait, tu voudrais quand même le faire financer en partie par une communauté de communes. Tu veux que ce soit inscrit dans un projet un peu d'intérêt public? Complètement, et de se D'accord. dire pourquoi pas, aussi bénéficier de tout ce qui est subvention d'État pour ce type de projet, D'accord. surtout Alors, au niveau de la silver economy. ok, il faut effectivement que tu vérifies si au niveau de l'intergénérationnel, il y a des poches, en Des aides, fait, des subventions. des aides qui sont disponibles. Il faut savoir que les comités de communes sont un peu exsangues, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'argent. Alors après, ça dépend des régions, mais attends-toi quand même à être dans un cadre un petit peu difficile. Et donc, la priorité, ça va vraiment être de trouver là les régions, en tout cas, et les comités de communes qui s'intéressent à la silver economy et qui voudraient financer ce type de projet. Donc, c'est peut-être plutôt ça qui va clairement déterminer l'endroit où tu vas faire ton développement plutôt que de se dire, tiens, La Rochelle, c'est sympa, je vais mettre là-bas. Donc, ouais, là, pour moi, ça va vraiment être ton premier point finalement précis parce que si tu veux réussir à il n'y a aucun doute sur le fait que tout ce qui est intergénérationnel, ça le vend en poupe et que tu réponds à un vrai problème et que sur le principe, tu vois, c'est une bonne idée, c'est le bon segment. Donc là, je n'ai pas vraiment de commentaires, tu vois. C'est vraiment la faisabilité pour passer un petit peu de l'idée à l'exécution. Et j'imagine que tu n'as pas d'apport personnel majeur. Donc, c'est-à-dire que tu vas vraiment falloir passer par un financement de tout au parti du projet, soit par des investisseurs, soit par des banques, soit par les comités de communes et un mix de tout. Et donc, je pense que la partie, clairement, la partie subvention va être, je pense, la partie la plus Le nerf importante. de la guerre aussi. Ouais, le nerf de la guerre. Donc, c'est clairement là où il va falloir trouver des réponses, sachant encore une fois que oui, c'est très difficile pour en ce moment pour les comités de communes, les budgets c'est compliqué. Est-ce que tu veux vraiment te lancer directement dans un... Parce que ça paraît gros, tu vois, très très gros. Projet d'envergure. Voilà. Est-ce que tu as réfléchi à un plan B de te dire peut-être commencer avec tu vois, quelque chose de plus petit et puis une dizaine de personnes et pas Oui, forcément 60, 100. Enfin, oui. tu vois, est-ce que pour pas avoir une marge trop forte en tout cas avoir un plan de repli, quoi. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as préparé? Complètement, oui. J'ai étudié aussi, pourquoi pas, prendre un immeuble sous forme d'immeuble de rapport et d'en faire, oui, une colocation, un co-living, complètement. Où là, ce serait beaucoup plus à taille humaine déjà. Je ne dis pas que mon écolieu ne le serait pas, mais c'est vrai que oui, créer justement des co-living ou une maison avec 5 à 10 chambres, ce serait déjà bien pour tester aussi le produit. Donc, sur l'intergénérationnel, je crois qu'il y a une loi qui est passée qui permet en fait aux seniors de pouvoir louer leur chambre à des étudiants et de pouvoir Complètement. défiscaliser. Mm. Alors, c'est pas exactement la même chose que ce que tu proposes, c'est plutôt de mettre tout le monde dans un lieu. Est-ce que est-ce que tu peux bénéficier aussi d'aide fiscale là-dessus ou c'est vraiment réservé aux personnes qui louent leur propre chambre? Alors, c'est une bonne question auquel je ne me suis pas encore vraiment intéressée, je dois l'avouer. Ok, enfin, il faut Et que tu c'est un regardes ça vrai- pour voir. Je n'ai pas le nom de la loi en tête, mais en tout cas, il y a un Ouais, dispositif qui permet aux seniors de louer, de défiscaliser quand ils louent pour un étudiant, par exemple, dans cette notion de co-living intergénérationnel, mais c'est chez eux. Et les loyers sont encadrés. Donc, tu devrais voir si tu ne peux pas bénéficier de ce dispositif, parce que le fait aussi d'être dans un encadrement qui t'apporte des choses au niveau fiscal, etc., peut aussi donner des gages de garantie supplémentaires au projet pour faciliter son financement. Euh, mais moi, vraiment, mon conseil, c'est à moins que tu aies un promoteur immobilier qui soit avec toi, donc tu vois, tu as cité quelques noms, peut-être il y a des personnes qui vont t'accompagner là-dessus et résoudre cette problématique. Mais si ce n'est pas le cas, je pense que tu devras, à mon avis, commencer, surtout si tu n'as pas d'apport personnel ou tu n'arrives pas avec, je sais pas, un terrain, quelque chose qui va te permettre d'accélérer, peut-être de revoir à la baisse. Alors, je sais, c'est difficile de dire ça, parce qu'en général, on dit tout le temps, allez, il faut y aller le maximum, le plus haut possible, la plus grande ambition.
Mais là, quand même, tu vois, il ne faudrait pas que tu te retrouves finalement en situation d'échec parce que tu t'es obstiné sur quelque chose de très, très gros, parce que 60 logements, c'est quand même beaucoup. Alors que si tu peux peut-être commencer par, pas un POC, mais un truc quand même qui fonctionne, mais qui, comme tu disais, un petit immeuble de rapport, mais bon, après, il faut quand même l'acheter. Donc peut-être qu'en province, hein, tu peux avoir un truc pour quelques centaines de milliers d'euros, qu'ensuite tu retapes. Mais bon, déjà, c'est plus facile peut-être de partir sur un plan de financement de quelques centaines que de milliers d'euros que de quelques millions. Donc, je pense que ça me paraît être tu vois, une réflexion importante Une par réflexion rapport à avoir, à la complètement. stratégie d'y aller plutôt que d'aller direct sur le truc énorme, sachant qu'on risque de te reprocher le fait que tu ne l'as pas encore fait. Enfin, tu vois, c'est toujours pareil hein, quand on va dire, mais c'est quoi ta légitimité pour faire du développement immobilier? Parce que les gens vont le voir comme un truc de développement immobilier. Après, tu as tout ce qui va être ton approche marketing et ton approche intergénérationnelle. Si vraiment c'est un truc trop gros, ça risque d'être compliqué. Complètement. J'en prends conscience et en effet, c'est complètement sage aussi comme approche. Merci Eric. Est-ce que j'avais une question, elle m'a échappé. Il faut vite la retrouver parce que je crois que le temps passe et je vois Catherine Ouais, qui. ouais. Non, c'est pas grave, ça va. Je le remettrai dans le chat éventuellement tout à l'heure. Voilà. J'ai déjà Eric, tout est-ce fini. que sur la forme, tu as un conseil à donner à Maro ou quelque chose où elle pourrait être encore plus convaincante et plus percutante? Non, je pense que là, le pitch était bien. Au début, on voyait que c'était du par cœur, parce que tu étais un peu mécanique. Mais après, rapidement, tu as repris en fait je dirais, une manière de parler plus naturelle. Donc ça va. C'est pour ça que j'ai pas noté en fait au début. Je dis ah tiens c'est un peu au début on sent que c'était du par cœur, mais après tu es vite reparti dans ton truc. Donc non ça va. Je pense que c'est bien de présenter de toute façon aussi de mettre des éléments personnels qui dans ton histoire et qui viennent justifier comment tu es arrivé là, etc. C'est toujours intéressant de comprendre pourquoi on va aller dépenser de l'énergie et dans ce type de projet. Donc, non, c'était bien présenté. C'est clair, tu as tout indiqué. Enfin, très rapidement, on comprend ce que tu veux faire. Donc, ça, c'est le principal parce que c'est vrai que Le message est passé. ouais, le message est passé. Super. Génial. Merci Eric. Bravo, Merci Maro. beaucoup. Merci infiniment Eric pour tous ces conseils. Je t'en Merci prie. Catherine. Merci Bravo, la team. Maro. Et on est très fiers de toi. Et Merci. n'hésitez pas à encourager Maro, n'hésitez pas à lui donner des liens, des contacts, tout ce qui peut être utile parce que c'est ensemble qu'on réussit. Hein. C'est ça le but d'Envie, les amis, c'est on s'épaule les uns les autres pour aller plus loin alors qu'on irait moins vite tout seul. Merci, merci Eric. Merci. Et à Mathieu Chaplin. Bonjour. Bonjour. Oui, Mathieu. Bonjour à tous. Bonjour Eric. Vas-y, Mathieu, je t'écoute. C'est parti. Ok, je me lance. Bonjour, je m'appelle Mathieu Chaplin. Je suis géophysicien. J'ai travaillé près de 10 ans dans l'installation de capteurs et l'analyse de données dans le secteur de l'énergie et de l'environnement et 5 ans dans le secteur du bâtiment au sein du groupe Vinci. L'an dernier, j'ai créé Facile Data pour apporter mes compétences au service de l'entreprise familiale spécialisée dans la rénovation et la maintenance du bâtiment. C'est un marché important, plus de 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an en France, qui comporte 600 000 clients propriétaires et gestionnaires de patrimoine immobilier. Dans le logement, comme des bailleurs, des syndics de copropriété, dans le tertiaire, comme des hôtels, des centres commerciaux, des administrations. J'ai identifié que le coût de la maintenance pour les propriétaires gestionnaires n'était pas complètement maîtrisé parce qu'ils ne possédaient pas de solutions leur permettant d'organiser l'information de leur bâtiment. En réponse à ce besoin, la proposition de valeur de Facile Data, c'est de permettre à ces propriétaires de piloter et diffuser facilement l'information de leur bâtiment et de suivre les interventions en temps réel à travers une plateforme web, une application mobile et des QR codes qui sont installés sur les équipements du bâtiment, comme un ascenseur ou une chaudière, par exemple. Les bénéfices pour ces propriétaires, ça va être la réduction globale de leur coût de maintenance, qui peut atteindre jusqu'à 20%, la réduction également de la consommation d'énergie, qui est si importante aujourd'hui, grâce à un suivi permis par le QR code, et c'est de la sécurisation des données, de l'information tout le long de la vie du bâtiment.
ce qui va nous différencier, c'est vraiment le QR code qui est au centre de notre solution. C'est simple, facile, intuitif et adapté à tous les bâtiments. Notre savoir-faire de la maintenance qui a été intégré également à Facile Data. Et Facile Data a une dimension d'impact, car notre objectif, c'est de rendre en fait le bâtiment plus performant et responsable pour tous. Moi, ce qui m'a motivé à faire cette aventure, c'est mon ADN, mon histoire et ma famille avec le BTP. Facile Data, je vois un fort potentiel d'évolution et fort de nos premiers clients, donc la préfecture de police d'Île-de-France et le stade Louis II à Monaco, notamment, on cherche à accélérer ce développement commercial. Notre vision, c'est de réussir à devenir la référence de la maintenance du bâtiment et de continuer à développer des outils innovants et comme la blockchain au service du bâtiment. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ok, merci Mathieu. Très clair. Tout de suite, quelques questions. Déjà, pour tout ce qui est la maintenance des bâtiments, donc effectivement, c'est un très gros marché. C'est un peu trusté par tous les FMers, les Facility Managers. Donc, toi, ton approche commerciale, c'est de vendre ta solution aux FMers qui vont ensuite les distribuer, ou alors tu veux plutôt faire la longue traîne et aller voir des petits immeubles de syndic, etc., qui n'ont pas de FMers et qui gèrent ça eux-mêmes pour leur proposer en direct. C'est quoi ton go-to-market? Alors voilà, nous on prend un peu, on arrive avec une démarche un peu en décalage, c'est qu'on va cibler directement les propriétaires de bâtiments. Donc ça peut être justement des petites copropriétés. On s'adresse à tous les bâtiments qui aujourd'hui n'ont pas de solution adressée pour leur bâtiment. D'accord, donc tu ne vas pas t'adresser aux FMers, tu vas faire vraiment du direct et voir des petits, plutôt des petits, des propriétaires, des petits immeubles, des choses comme ça. Ouais, donc les FMers, hein, c'est des facility managers, ce sont les Vinci et d'autres qui souvent, quand tu as plein d'immeubles, pour déléguer la maintenance, ils passent par des boîtes qui ensuite vont faire le ménage, la maintenance, etc. Et c'est eux qui gèrent tout, et il y en a une dizaine de FMers en France. Donc là, tu parlais de QR code. Donc, si je comprends bien, c'est quoi? C'est pour faire des preuves de passage, des preuves de maintenance. Est-ce que tu as de l'IoT? Est-ce que tu as de la connectivité? Ou c'est vraiment juste finalement une app et tu scannes les QR codes qui te permet de faire le lien et de digitaliser finalement le rapport d'intervention? C'est quoi exactement? Alors c'est un peu les deux. Le constat qu'on a fait au départ, c'est que par exemple, pour connecter un bâtiment avec des objets connectés, ça demande un certain coût économique qui n'était pas forcément justifié pour tous les types de bâtiments. Et donc, nous, on part du principe qu'on va pouvoir mettre des QR codes parce que c'est plus économique et donc récupérer l'information des passages de maintenance, de rénovation des différents acteurs du bâtiment. Ça peut être aussi des audits énergétiques, ça va plus loin que juste la simple maintenance. Et lorsque on arrive à détecter grâce au QR code des problèmes sur certains équipements, on est capable après d'être interopérable avec des solutions d'objets connectés qu'on viendra ajouter en fait à l'offre du QR code. Ok, alors quand tu dis qui vient sur la chaudière pour flasher le QR code? Qui? Alors le système, il est fait de telle sorte qu'on vend aux propriétaires du bâtiment et en fait les mainteneurs et les différents utilisateurs ont un accès illimité au QR code. C'est-à-dire qu'il concrètement, c'est-à-dire celui qui fait la maintenance de la chaudière qui est sous contrat avec le syndic de l'ascenseur, oui. Le QR code, qu'est-ce que ça lui apporte et qu'est-ce qu'il fait? Explique-moi. Alors lui concrètement, donc il a l'application mobile. Ça va lui permettre également donc à la base au début de sa journée de savoir où il doit aller, car il a en fait une information sur l'ensemble des maintenances. Ok, je t'arrête tout de suite, excuse-moi. Prenons le cas de l'ascenseur. Ceux qui maintiennent les ascenseurs, en fait, souvent, c'est un peu les mêmes boîtes. Tu vois, on ne va pas les nommer, mais ils trustent un petit peu tous les ascenseurs. Pourquoi est-ce que l'agent, finalement, de cet ascensoriste, il aurait ton app, tu vois? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, par exemple, là, c'est comme ce qu'on met en place, par exemple, à la préfecture de police d'Île-de-France, c'est que chaque mainteneur, chaque FMR a son système de maintenance qu'il tente d'imposer aux propriétaires gestionnaires. Et en fait, ces propriétaires gestionnaires ont un problème, c'est qu'ils vont avoir, pour chaque différent lot qui vont intervenir dans le bâtiment, un système différent qui va être à gérer. Et donc là, l'idée, c'est de vendre directement aux propriétaires et qui, dans ces contrats, intègrent en fait
le fait d'utiliser cette application. Bah, tu rêves. En fait, là, finalement, tu es un autre. Tu vois, tu dis ce que tout le monde. En gros, c'est si la problématique, c'est que les FMers essaient de vendre leur système au propriétaire et que lui ne veut pas, toi, tu es comme un N+1 qui va vendre en fait un système. Peut-être que toi, tu veux dire que tu te mets du côté du propriétaire, mais jamais il arrivera à faire en sorte que les agents de maintenance ou les FMers ou les co-contractants vont utiliser ton système. Et ça vient en contradiction, alors j'ai peut-être pas compris, hein, le fait que tu vas plutôt adresser les petites parce que là, tu vois, la préfecture de Paris, c'est pas qui avec tous ces ascenseurs, c'est pas le petit syndic du coin avec l'immeuble qui a 10 appartements, un ascenseur et une chaudière au gaz à maintenir. Donc, Tout à fait, ouais. si tu veux, soit tu vas aller voir des petits syndics, des petits propriétaires et tu vas leur proposer finalement une solution. Mais ensuite, ma question, ça va être à la fin, concrètement, comment ça va fonctionner, comment tu vas faire en sorte que le gars qui fait de la maintenance, tu vois, qui est du coin, pourquoi est-ce qu'il utiliserait ton QR code et comment tu vas faire pour qu'il l'utilise? Ou alors, si tu vas voir vraiment finalement des grands groupes comme la préfecture de Paris ou d'autres, bah, tu vas être vu comme un FMers N+1. Et là, comment tu vas faire? Tu vois, c'est ça, je n'arrive pas à comprendre. Nous, ce qu'on a réussi à faire, en fait, justement, typiquement avec la préfecture de police, c'est de résoudre leurs problèmes qu'ils avaient d'avoir justement 10 systèmes différents en intégrant en fait ce QR code. Et en fait, sur tous leurs équipements, finalement, les mainteneurs qui passent un contrat désormais avec eux doivent utiliser le système qui leur est propriétaire. Parce que justement, nous, en leur vendant leur système à eux, finalement, demandent dans leur contrat d'utiliser leur système puisque maintenant, désormais, ils en possèdent un et la donnée appartient désormais au propriétaire du bâtiment et reste en fait au sein du bâtiment. Enfin, c'est comme ça, en tout cas, qu'on l'a vendu et que c'est utilisé. Et bon, ça fonctionne bien et c'est ce qu'on veut reproduire justement à plus grande échelle sur des bâtiments plus petits. Et là, l'idée, c'est de venir aider en fait que le système soit facile pour les mainteneurs et qu'en plus, ça vienne les aider. C'est comme ça qu'ils vont utiliser l'application au quotidien, car ça va permettre de gérer leurs équipes et ça va leur permettre en fait, d'organiser leur maintenance et en même temps d'apporter l'information au bâtiment. En fait. Ok, non, je comprends bien le principe de ce que tu essayes de faire, mais j'ai vraiment un doute sur le go-to-market, sur ta capacité, enfin sur la capacité finalement du client à pouvoir imposer un choix technologique aux FMers, tu vois, de mettre dans le contrat. Alors pourquoi est-ce que c'est compliqué? Parce que ça veut dire qu'il doit faire en sorte que leurs propres techniciens de maintenance qui font les trucs doivent avoir un téléphone qui n'est pas forcément le leur, parce que ça, c'est un problème. Ils n'ont pas tous des téléphones et ils ne veulent pas forcément l'utiliser. Donc, il faut qu'il y ait l'application et qu'ils soient formés, qu'ils comprennent quoi faire avec le QR code. Ensuite, il faut qu'il y ait une connectivité à l'endroit où il y a le QR code, ou alors, en tout cas, que tu arrives à faire en sorte qu'on puisse se scanner hors connexion, parce que voilà, ça pose aussi un problème. Et donc, si tu as réussi à faire ça avec la préfecture de Paris, qu'ils ont réussi à imposer ça à leurs différents FMR, ces contrats, bah, ça me paraît, enfin, ça paraît être un tour de force parce que c'est, tu vois, c'est quand même un. Tu dis, il y a des milliards en jeu et donc, si tu veux, c'est les éléments. Là, tu es vraiment au nœud, au cœur du problème, au cœur du réacteur. Je suis assez étonné et que tu aies réussi en fait à faire ça. Donc peut-être que tu as trouvé la bonne approche. Et donc, si tu arrives à le multiplier, bah, c'est sûr que ça va fonctionner parce qu'arriver à imposer finalement une technologie, un choix de protocole, etc. Aux FMers, et j'ai bien compris comment tu fais, c'est-à-dire que tu demandes aux clients de l'imposer. Mais si ça marche et que tu as réussi à le faire et que tu peux le scaler, bravo. Parce que c'est effectivement la plus grande difficulté, c'est d'imposer en fait un mode de fonctionnement, un protocole quel qu'il soit, parce que tout le monde essaye de faire ça. Hein. Chaque FMR, enfin tout le monde a sa propre solution ou intègre des solutions qu'il propose. Et donc, par contre, en go-to-market, ça veut dire que tu dois faire, il va falloir que tu aies une force de frappe et une force de vente qui soit énorme parce que tu vas aller taper énormément de clients différents. Et soit tu vas avoir des petits clients et dans ce cas, c'est cher ce que tu vas t'épuiser, surtout si tu es tout seul. Hein, et soit tu vas aller voir des grands groupes. Et là, en fait, c'est vachement de temps et
Enfin, là, j'ai plutôt l'impression d'avoir face à moi une start-up qui va avoir besoin de recruter de lever de l'argent et de recruter du monde pour le go-to-market. Je ne sais pas si toi, en tant qu'indépendant, tu peux réussir à faire ce que tu veux faire, tu vois, ou alors c'est peut-être une solution que tu veux vendre en tant que telle. Mais là, je vois plus une start-up qu'un indépendant. Enfin, peut-être que je sais pas. Oui, bah, c'est vrai que au début j'ai fait ça pour aider l'entreprise familiale qui avait des relations dans ce domaine. Et donc, ça m'a aidé en fait à développer ce système-là. Et rapidement, je vois bien qu'il faut que je m'entoure de toute façon pour développer Bah oui, ça. Et, parce que là, et tout seul, tu ne peux pas là. après j'ai plein de questions, mais par exemple, j'ai des idées de développement en me disant, je vais apporter un service au mainteneur qui pourrait préconiser par exemple ma solution également. Voilà, il y a plusieurs pistes de développement commercial, notamment vendre directement des QR codes dans des centres de distribution à des professionnels directement qui pourraient les installer sur les équipements. Donc, j'ai tout un tas Ouais, mais en fait, d'approches. ce que tu vends, c'est pas du QR code, c'est un back-office avec énormément Ouais, finalement de c'est une choses porte derrière. d'accès, Donc, le non, QR mais code. Ouais. donc, il te faut des ingénieurs, il te faut des personnes qui vont faire le back-end, le front-end, il te faut il te faut des commerciaux, il te faut un directeur des exploitations, Mais enfin, bientôt il te faudra un directeur RH. Enfin, là, on a déjà développé une première version. On arrive au non, bout là, mais de la je première comprends, version. mais tout seul, enfin, mon point, c'est pas tout seul, tu peux pas. Ouais. Je dis pas que l'idée est pas bonne. Je dis juste que là, il faut que tu crées une start-up, que tu lèves des fonds, que tu recrutes du monde. Je sais pas, je suis pas sûr que tu peux rester tout seul, tu vois. Pour moi, c'est pas un projet que tu peux faire à petite échelle. Donc, je sais pas si tu veux, si c'était le but ou comment tu vois les choses, mais là, tu es en train de me décrire un truc qui nécessite une équipe, tu vois. Oui, Bon. non, mais c'est sûr. Bon, mais Merci génial. beaucoup, Eric, pour l'échange. Bravo Mathieu, bravo, Merci, on Mathieu. encourage Mathieu, c'était un bon échange qui t'invite à réfléchir à la taille effectivement de ton projet, quoi, hein. C'est Ouais. vraiment important, donc félicitations. Merci Eric. Merci beaucoup. On va passer à Chloé. Tu es prête Chloé? Bonjour Bonjour. Chloé, vas-y, c'est parti, Bonjour. je t'écoute. Ok. Donc moi, c'est Chloé Roberge, j'ai 27 ans et je suis en région parisienne. Depuis l'âge de mes 16 ans, je suis dans le monde du fruits et légumes pour différentes enseignes ou centrales d'achat et dernièrement pour le siège du groupement Leclerc. Mes grands-parents et arrière-grands-parents étaient des primeurs et entrepreneurs eux aussi. Et comme on dit, la pomme tombe jamais loin du pommier. C'est Pas mal. pourquoi cette année, j'ai décidé d'entreprendre. J'interviens auprès des enseignes de la grande distribution dans toute la France en tant que consultante formatrice, ce qui représente à peu près 30 000 clients potentiels. Donc, ma société s'appelle FL Consult. Elle est en activité depuis juillet et propose un panel d'environ 20 formations. 3 forfaits horaires ont été créés pour faciliter les horaires décalés du métier et s'adapter aux équipes. Elle a pour but de développer l'activité commerciale des enseignes et le développement de l'expertise des collaborateurs par la commande, par l'anticipation des surstocks, la présentation des produits, la fraîcheur des produits, les soins à leur apporter, la saisonnalité, la législation. Afin de pouvoir limiter le gaspillage alimentaire en amont, ce qui représente entre 60 et 100 000 euros pour un super et entre 150 et 200 000 euros pour un hyper sur une année seulement sur le fruit et légumes. Moi, pour être plus clair, pour moi, je pense que les boîtes anti-gaspillage n'ont pas besoin d'exister dans le rayon fruits et légumes parce qu'on peut tout sauver si on réfléchit en amont. Et à terme, j'aimerais construire un peu la boîte d'intérim du fruits et légumes, louer des équipes experts du secteur sur toute la France pour couvrir les difficultés d'embauche que subit la grande distribution et mettre à disposition des formateurs. Pour vous donner un exemple, il y a à peu près actuellement 2000 postes sont à pourvoir en fruits et légumes actuellement, avec un fort taux de turnover dû aux charges de travail, aux horaires décalés et aux salaires qui sont proposés en grande distribution. Voilà. Ok, merci Chloé, c'est super. Alors, on sent que c'est un sujet grave, hein, parce que voilà, on sent que c'est sérieux. Je pense que tu vas peut-être un peu plus légère et sourire. Voilà, ça y est, là, je vois que tu souris. C'est vrai que c'est la première
fois que je parle, je fais mon speech devant autant de personnes et Ouais, non, mais voilà, mais bon, c'est bien, mais tu travailles pas dans les pompes funèbres, hein, donc tu vois, tu peux prendre un air un peu plus, voilà, un peu plus ouvert et engageant, surtout que le fruit et légumes, c'est sympa et on imagine tout de suite les étals avec, voilà, l'eau qui se met dessus, enfin, ça donne l'eau à la bouche, donc voilà, il faut aussi que tu sois un peu plus solaire quand tu parles comme tu es là maintenant, tu vois, donc très bien. Euh, Bah, écoute, ça me paraît être une super idée parce que ouais, on voit pas comme ça, mais je pense que tout ce qui est primeur, maraîcher, c'est une expertise et savoir bien placer les légumes pour qu'ils brillent et qu'ils aient c'est ça. la belle part. Je pense que ça a un grand impact sur le chiffre d'affaires et je pense qu'il y a qu'à voir comment, je sais pas, des boîtes comme Grand Frais se sont développées parce qu'ils ont réussi justement à créer un environnement d'achat qui soit propice. Alors, tu travailles avec la grande distribution. Alors, Ouais. comment tu fais? Parce que c'est quand même les pires du monde pour pouvoir dépenser de l'argent. Comment tu arrives à vendre? En fait, est-ce que tu vends à la grande distribution ou alors en fait plutôt tu vends aux gens qui travaillent dedans, qui veulent eux-mêmes en fait s'améliorer? Ça marche comment? Alors non, je vends directement à la grande distribution pour avoir beaucoup travaillé avec eux, surtout comme des Leclerc où en fait ils gagnent beaucoup d'argent mais ont du mal à le dépenser, comme tu as Oui, dit. oui, oui. En fait, il faut leur faire comprendre que bah, par la casse, par la mauvaise gestion de leurs rayons fruits et légumes, et bah, tout de suite, ils perdent beaucoup d'argent. Alors, ce qu'ils vont dépenser avec moi et mes formations, on va les récupérer cet argent-là et ce sera forcément plus d'argent que ce qu'ils auront investi dans les formations. D'accord, ouais. C'est pas combien ça coûte, mais combien ça rapporte. Donc ça, c'est C'est très ça. bien. Je pense que c'est exactement la bonne approche que tu as. Aujourd'hui, en fait, dans ton développement, enfin, est-ce que tu es surbooké? Enfin, comment tu estimerais ta réussite dans la vente en fait, de tes formations et de ton consulting? Ça se passe comment? Bah, donc, ça fait 2 mois à peu près 2 mois que la société est ouverte. D'accord, ok, c'est récent. Oui. Ouais, c'est assez récent. Donc, avec le réseau que j'avais, donc j'ai déjà beaucoup de rendez-vous. Après, pas de là à concrétiser. Donc, j'ai déjà fait 2 clients, un troisième qui arrive fin de semaine. Et donc, je pense que pour les 2 premiers mois, c'est pas trop mal. Et le bouche à oreille commence déjà. Donc, c'est quand même agréable. Et après, bah, par la suite, c'est beaucoup de démarchage et beaucoup de rendez-vous en magasin avec les directeurs et de leur faire comprendre ce qui va pas sur leur rayon. Donc, souvent, ça se passe directement en rayon. C'est plus visuel pour eux. Ils comprennent tout de suite plus simplement. Et donc, et à la fin des rendez-vous, donc, moi, je fais des préconisations de formation. Et après, ça aboutit pas. Ok, non, bah écoute, c'est super. Je pense qu'effectivement, le bouche à oreille, ça va être un élément essentiel de ta réussite future parce que, enfin, c'est pas évident, tu vois, de faire ta promotion comme ça. Enfin, tu sois t'es obligé d'arriver et de te vendre comme ça, de manière un peu au cul du camion. C'est ça. Mais ouais, le bouche à oreille va être important. Donc, tu dois effectivement tout mettre sur tes premiers clients. Enfin bon, enfin, c'est très bateau et je pense que j'ai pas besoin que je te le dise pour que tu le comprennes, mais tu dois faire vraiment une forte impression et développer, je pense, des cas d'usage, enfin où tu dis, bah voilà, je suis allé sur le Leclerc, machin, bidule, il perd des temps, machin, impact. Alors bon, ça va prendre peut-être un petit peu de temps pour Ah monter oui, ça oui, parce que c'est pas immédiat, mais il faudra vraiment que tu récupères de la data pour pouvoir justifier bah, en fait, je vais vous faire gagner de l'argent parce que ça, tu peux le dire, mais à un moment, on va te C'est demander ce que je fais, c'est ce des que je preuves. fais Ouais, déjà. Je récupère les données, l'évolution sur des années ou sur des mois, comparé à ce qu'on a fait, la formation qu'on a fait. J'y retourne pour avoir les informations. ok. Et après, j'en avais déjà, parce que j'avais déjà fait un petit peu le même travail pour l'enseigne Leclerc. Donc, en fait, j'avais déjà certaines évolutions, comme des plus 150% sur des produits bio pour certains magasins. Donc, tout ça, c'est des résultats que je peux mettre en avant dans mes. D'accord. Et qu'on comprenne bien concrètement une formation, enfin, c'est quoi, ça dure combien de temps et c'est auprès de qui? Alors, en fait, c'est auprès des acteurs directs, donc tous les salariés du fruits et légumes. Et le temps, c'est défini avec le directeur ou l'adhérent de magasin qui a choisi le temps de formation. Donc, c'est pour ça que des forfaits ont été mis en place, des forfaits horaires. Donc, ça peut aller de 30 heures jusqu'à 60 heures. Donc, c'est réparti avec l'équipe donc, et le directeur en fonction des horaires des salariés. Donc, souvent, ça va être du 5 heures midi ou des fois d'après-midi. Donc, souvent, moi, c'est tous les matins. Donc, de 5 heures à midi, je les accompagne sur le terrain. Donc, en fonction du besoin, j'accompagne soit le chef de rayon, soit le responsable frais, soit les salariés directement, en fonction de ce qu'on m'a demandé dans la formation.
D'accord, donc c'est très pragmatique en fait, c'est pas du tout théorique, c'est genre, bah, attends, là, regarde, là, ta pomme, elle est pourrie, il faut que tu changes ça, là, faut mettre plus comme ça, là. Ouais, Enfin, en fait, c'est ça qui fait notre valeur sur le métier, c'est qu'en fait, on est vraiment sur le terrain avec eux pour leur parler produits, leur parler saisonnalité, avec leurs clients, aussi comprendre leur enseigne, parce que chaque magasin est différent, donc c'est vraiment comprendre leur clientèle et pouvoir s'adapter avec eux. Et c'est pour ça que des fois, enfin voilà, on va passer une semaine ensemble pendant 30 heures. Comme ça, je suis sûre qu'on a pu voir tout ce qu'il y avait à voir. Et après, à la suite de ça, je fais un mail récapitulatif de toutes les formations qui ont été faites et ce qui pourrait être envisagé de faire en plus. d'accord. Bah, écoute, ça a l'air bien cadré tout ça, hein. Je pense que là, je sais pas quoi je sais pas trop ce que je pourrais te dire, parce que tu as l'air d'avoir bien, tout bien prévu, c'est clair, c'est sur un sujet qu'effectivement, enfin, c'est important et on l'imagine pas forcément, tu vois, que ça existe et là, C'est je beaucoup les découvre et quand retours tu que dis j'ai. ouais et tu dis: «Bah, ouais, effectivement, c'est logique» et je suis tout à fait persuadé qu'avec, la bonne approche et une meilleure formation, ceux qui, travaillent, sur les primeurs, bah, peuvent augmenter leur chiffre d'affaires, et baisser, en fait, le gaspillage donc c'est top, Formidable. Beau Et projet. puis un beau projet de sens, hein, vraiment. Et on sent que ouais, tu tout mets. à fait, ouais, c'est clair. Puis il y a une histoire familiale derrière, donc je pense que tout le monde peut être fier, de ce que tu fais et c'est une manière de continuer l'héritage familial, mais d'une Ouais, façon mais différente, ouais. totalement par hasard. C'était pas prévu et bon, bah, c'est arrivé comme Bah, ça. comme souvent, ouais, comme souvent, C'est Bon, bah, super, bravo. Mais à bientôt, Chloé. Merci beaucoup, hein. merci au Chloé. revoir. Canon. Yann, à toi, hein, je te Yes. laisse la Bonjour parole. Yann, je t'écoute. Bonjour Eric, vraiment très content d'échanger aujourd'hui ensemble. Donc moi c'est Yann, j'habite à Paris et je suis un adepte du deux roues. Alors au départ motorisé, mais je me dirige petit à petit vers le vélo. Et avec un vrai constat, c'est que du coup le vélo rentre de plus en plus dans le quotidien des Français, une augmentation de 30% des trajets en 2021 selon l'Union Sport et Cycle. Mais du coup la question est pourquoi mon associé Ophélie et moi-même n'avons pas encore sauté le pas du 100% vélo. Et donc, je vous mets au défi de trouver un moyen vraiment simple de transporter toutes vos affaires à vélo aujourd'hui. Beaucoup l'ont sûrement vécu dans l'assemblée qui nous écoute aujourd'hui, dans leur trajet quotidien. On a constaté qu'au niveau mondial en pièces et accessoires vélo, nous avons décidé de créer Kuhn, donc le premier panier vélo multi-usage et éco-responsable qui permet de tout transporter très facilement à vélo. Donc, il se veut être simple d'usage et modulable, donc il s'installe facilement à l'avant et à l'arrière du vélo. Il est optimisé pour la durabilité, donc il sera plus robuste et plus grand en termes de volume que ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Il vise aussi à protéger vos affaires du vol et de la pluie, chose qui aujourd'hui pose problème à beaucoup de personnes grâce à un couvercle qui se veut rabattable avec une petite option pour les animaux de compagnie. Et des accessoires aussi qui sont inclus, qui nous sont beaucoup remontés avec des séparateurs, par exemple, pour les affaires de sport qui sont sales ou mouillées. Un pourtour isotherme aussi pour permettre de ramener des aliments frais du marché le samedi matin et des pochettes latérales amovibles pour ranger tous les accessoires. En termes de business model, comment on se positionne aujourd'hui? On veut adresser à la fois le B2C en e-commerce dans un premier temps, le B2B2C avec des concept stores, des distributeurs qui sont spécialisés, que l'on a commencé en plus à sonder pour le coup. Et enfin, le B2B avec des loueurs de vélos sur de la flotte qui peut aussi être intéressant. Et enfin, au-delà de l'ADN de marque forte, on veut vraiment se différencier sur deux axes. Le premier, c'est faire une vraie différence sur la concurrence avec un système de fixation qui soit universel, donc adaptable à un maximum de vélos urbains, chose qui aujourd'hui n'est pas le cas, et au niveau de la recyclabilité des matériaux utilisés pour sa fabrication, idéalement made in France. Donc avec Kuhn, transporter vos affaires à vélo au quotidien va devenir simple et hyper pratique.
Bah écoute, là c'est un pitch de qui veut être mon associé et je veux dire c'est tout à fait dans l'idée. Bah donc là, bah, le produit, on veut le voir. Il existe ou c'est un AutoCAD? Pour l'instant, c'est un peu des deux en fait. Le produit existe virtuellement et ça me fait plaisir parce qu'il est en phase d'être fabriqué en termes de prototype. D'accord, ok, là tu es en train de faire le prototype, donc Ouais, pas tout à fait. encore d'industrialisation. Alors tu veux le vendre à quel prix et t'espères le fabriquer à quel prix? Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, on a sondé le marché, on a fait pas mal d'études terrain, etc. On a évalué les moins élevés, les plus élevés. On se situerait aux alentours de 150 € à peu près, sans être trop élevé comme les grosses marques le font, qui sont plus dans les 250-300 €. Modulo le fait qu'aujourd'hui, on est en train d'identifier quel va être le coût de revient. Pour la petite anecdote, on est en train de travailler avec la Refactory du groupe Renault, qui du coup a l'ADN en fait de tout ce qui concerne le recyclable et aussi qui permet à des startups de travailler dans la mobilité et qui justement est en train d'identifier quels vont être les composants du panier pour établir un coût de revient en fonction des matériaux et que nous derrière on puisse calculer la marge. Ok, bah déjà, je vais le dire tout de suite, si tu es au-dessus de 30 euros, tu es mort. D'accord. Donc, enfin, tu peux être à 35, tu vois, mais je veux dire, il ne faut pas sous-estimer les coûts de vente, les frais. Et il y a beaucoup de startups qui malheureusement n'arrivent pas à fonctionner parce qu'ils n'ont pas assez de marge, tu vois. Et la marge, c'est vraiment le cœur du truc, surtout sur un produit industriel. Parce que si tu vends en direct, bon, bah, certes, tu peux te dire, je veux faire que x2, mais en fait, c'est pas un truc où tu peux survivre si tu vends en direct. Hein, la preuve, faut que tu passes par des revendeurs, etc. Si les autres, tes concurrents, je ne connais pas ce marché précisément, mais ici, ils sont à 250 €, il y a une raison, tu vois. Donc, ça va être difficile d'arriver avec un truc qui est mieux, plus responsable, fait en France, durable, plus résistant et 2 fois moins cher, tu vois. Ouais. Donc, à un moment, il y a aussi la contrainte, la réalité, qui fait que ça peut te contraindre. Alors, peut-être que tu as une invention, que tu as un apport, un process industriel, quelque chose qui fait que tu peux y arriver et je te le souhaite. Mais attention, gros warning, si à la fin, parce que bon, le prototype, tu arriveras à le faire et peu importe le coût, donc tu vas pouvoir tester la réception produit, mais il faut vraiment très vite travailler sur l'industrialisation et si tu risques d'avoir, enfin, le hardware, hein, c'est difficile. Et donc, si tu vois que tu ne peux pas être à 30-40, on va dire, tu ne pourras pas maintenir ce prix. C'est-à-dire que soit finalement bah, tu ne le fais pas, soit tu vends plus cher avec tout ce que ça implique. Donc là, vraiment gros warning. Il y a beaucoup de wishful thinking de se dire ah bah ouais, bah tiens, on va le fabriquer. Et puis en fait, dans l'industrialisation, au début, tu as un devis, tu vas dire ouais, 30 c'est faisable. Et puis à la fin, tu es à 60 en fait, parce que tu as oublié si tu as un problème, tu as machin. Donc voilà, vraiment gros point d'attention là-dessus sur l'industrialisation et la capacité de pouvoir effectivement fabriquer un produit qui va répondre aux demandes et aux normes. Parce que je ne sais pas s'il y a des normes de sécurité en plus à passer, parce que ça coûte assez cher en général. Il n'y a pas vraiment de normes. Ok. Donc voilà. Alors ensuite, la question, c'est comment ça s'attache? Parce que si c'est à l'avant, à l'arrière, sur le côté, en dessous, parce que tous les vélos sont un peu différents, ils n'ont pas les mêmes cadres. Comment tu arrives à se résoudre ce problème? Est-ce que là, tu as quelque chose, un peu une invention, quelque chose qui va te différencier? Aujourd'hui, on a étudié le marché, on s'est aperçu que 80% du marché des vélos, les gens achètent par défaut des systèmes de fixation Decathlon et ClickFix, par exemple. C'est les deux grosses marques qui se démarquent. Sur le prototype, on va s'adapter à ce système de fixation. Et après, en fait, on veut vraiment lancer notre propre système de fixation qui sera soit au niveau du guidon, soit au niveau du moyeu avec une attache pour supporter le poids. Et à l'arrière, en fait, des attaches qui sont similaires et qui similaires au système existant, mais qui pourraient aujourd'hui permettre d'avoir un panier qui puisse s'adapter à la fois devant et derrière. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, si vous avez besoin de paniers pour l'avant et l'arrière, il faut en acheter deux. Il n'y a aucune marque qui propose ce double usage. Donc, c'est aussi l'élément différenciant qu'on voudrait faire à moyen long terme. Et quand tu parlais des concurrents, tu es face à qui en fait? Tu es face, par exemple, Decathlon, ils ont leurs propres produits ou en fait, Ils ils n'ont ont, pas encore? ils ont effectivement leurs propres produits, à la grosse différence qu'ils le commercialisent pour leur propre gamme. Donc, aujourd'hui, quelqu'un qui achèterait un VAE et nombre de marques se crée
plusieurs fois par an aujourd'hui sur ce domaine-là, les paniers sont difficilement adaptables. On l'a vérifié, on l'a demandé à beaucoup de cyclistes. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec des problématiques de gens qui ne savent pas trop vers quoi se diriger. Donc effectivement, il y a des concurrents, mais par contre, sur le côté universalité et sur le côté adaptabilité, on peut vraiment se différencier. D'accord, c'est là où tu veux aller, ouais. Et, euh, et évidemment, j'en parlais tout à l'heure pendant que je pitchais, sur le côté marque. Alors, il n'y a pas que ça. C'est pour ça qu'on a vraiment identifié les fonctionnalités sur lesquelles on veut se différencier. Mais on s'aperçoit que le vélo, et d'ailleurs, je fais une parenthèse au niveau d'Angel pour Marc Simoncini, ça devient vraiment un objet, pas de luxe, mais quelque chose auquel on fait attention. Et les gens nous ont fait remonter que sur les accessoires, et notamment le panier, ils ne trouvaient pas quelque chose qui leur donne envie et qui soit à la fois pratique et beau sur leur beau vélo. Donc voilà, il y a quelque chose selon nous. D'accord. Et donc, tu n'es pas une marque d'un seul produit, tu veux plutôt devenir un peu le leader de l'accessoire de qualité pour tout ce qui est vélo. Tu ne veux pas t'arrêter juste au panier. C'est notre mission. C'est notre Ok. mission. On l'évoquait encore hier où quelqu'un m'a posé la question de si demain on pourrait équiper les trottinettes avec des petits paniers. C'est aussi une ambition de faire une grosse marque D'accord. accessoire. Bon, là, clairement, tu n'es pas un indépendant, tu es une start-up. Je veux dire, tu ne peux pas faire ça tout seul. Enfin, là, tu as besoin au moins 100 000 € d'investissement pour pouvoir faire. Déjà, le prototypage, ça va te coûter assez cher. Ensuite, tu as tout ce qui est non-recurring engineering, enfin, tes moules. Enfin, je ne sais pas en quoi c'est fait, mais tu as peut-être de l'injection, des moules. Donc, ça va te coûter quand même assez cher. Donc, c'est quoi pour toi enfin, tu veux lever des fonds, tu vas faire un crowdfunding. Enfin, comment tu vas commencer, comment tu vas amorcer la pompe? Au départ, en fait, sans parler de tout ce qui concerne les subventions, InnovUp, Réseau Entreprendre, etc., on voudrait vraiment faire des préventes sur base du proto, avec des précommandes et potentiellement faire un crowdfunding pour s'assurer des précommandes, en fait, et être en mesure d'attirer des investisseurs sur le fait de dire, OK, on a telles précommandes qui sont validées, on sait qu'il y a le produit market fit, et derrière, du coup, potentiellement lever des fonds pour l'industrialisation et notamment la partie moule, qui permet après de réduire les marges et les coûts de revient une fois qu'on a le moule. Mais par contre, il va falloir à un moment donné, si ça prend, financer le moule. Et là, on aura besoin de fonds. Ouais, clairement, parce que tu peux pas, en fait, tu peux pas utiliser que du crowdfunding pour financer en fait un projet hardware, parce que sinon, de toute façon, tu n'auras pas assez d'argent pour le finir. Donc, clairement, ok, tu vois ça plus comme une espèce de preuve de concept marketing, sachant que voilà, ce qui est aussi intéressant, le problème du crowdfunding, c'est que tu ne peux pas connaître en fait ton coût d'acquisition parce que c'est un truc un peu spécial, communautaire, blablabla. Enfin, tu vois, c'est un truc à part. Et un des éléments qui est quand même assez important pour trouver des investisseurs, c'est de connaître un peu quel va être le coût d'acquisition, surtout si tu veux faire du B2C. Ou alors, il faut que tu arrives beaucoup avec des contrats B2B. Et ça peut vraiment faire la différence parce que si tu vas un peu ensuite à l'aveugle sur le B2C en disant, bah voilà, on va le mettre en ligne, puis on va essayer de le vendre et on espère que ça marche et voilà, sans connaître ton coût d'acquisition, bon, c'est un peu casse-gueule. Surtout en ce moment, évidemment, en plus, tout ce qui est levée de fonds, enfin, c'est plus compliqué. On est quand même dans un environnement de récession. Alors que si tu arrives avec déjà des partenaires qui sont prêts à t'en acheter, tu vois, ça change complètement l'histoire. Donc, moi, mon conseil, c'est vraiment d'essayer de trouver un partenaire, un distributeur, je ne sais pas qui dit, bah, OK, en gros, je suis prêt à t'en prendre 10 000 ou 5 000 à ce prix-là, si tu arrives à le faire, tu vois. Et ça, c'est le genre de papier, même si ce n'est pas un bon de commande signé, tu vois, mais quand même une sorte de marque d'intérêt qui peut faire la différence et qui va rassurer l'investisseur parce que partir sur un truc que B2B, B2C, c'est chaud, tu vois, parce que sinon, ça va être encore du marketing et des ads Facebook. Enfin, on va engraisser Meta, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je reviens à mon point initial que tu dois le faire à 30 balles parce que tu ne peux pas compter que sur du B2C où là, tu dis, c'est pas grave, je fais x2, donc ça me coûte 80 €, je peux le vendre 150, je marge. C'est pas vrai parce qu'en fait, je pense que ça marchera que si tu arrives à convaincre des professionnels qui le vendront à 150 et qui donc te l'achèteront plus, tu vois, à 50, 60 et donc tu dois marger dès le début. Bah, ça me paraît important. Donc, vraiment bien penser le prototype et l'industrialisation pour baisser le coût.
quitte à faire, tu vois, tu pourras pas cocher toutes les cases du durable, du recyclage, du machin, du truc, du made in France. Enfin, ce sera difficile au début, donc tu seras obligé de faire des concessions, je te le dis tout de suite. Ouais, bien sûr. Donc, il faudra les faire. Donc, attention dans ta communication dès le début de ne pas t'annoncer plus blanc que blanc en mode, voilà, on coche toutes les cases, tu vois, du green. C'est un processus itératif. Donc, il ne faut pas over-promettre parce que tu n'arriveras pas, Ouais. pas au début en tout cas. Et puis, deuxième point, je te conseille vraiment d'étudier le B2B et de ne pas y aller la fleur au fusil en te disant, bah, de toute façon, le B2C, c'est bon, on va vendre parce qu'en fait, ça va être compliqué et tu n'auras pas de visibilité. Donc voilà, c'est vraiment les 2 gros conseils que je te donne, les points d'attention qui me semblent importants. Ok. Et si je peux me permettre juste une dernière petite question Oui, bien très sûr. rapidement, Catherine. On a parlé de qui va être mon associé au tout départ. Ça m'a mis la puce à l'oreille. J'avais adoré Blackline et la manière dont vous Ouais. aviez interagi. Si je me posais la question aujourd'hui de quels sont les accomplissements ou les objectifs que je dois atteindre pour envisager de demain potentiellement sur le fruit du hasard d'y passer et d'avoir un investissement de votre part ou de quelqu'un d'autre, ça serait quoi que je dois me fixer? Bah, il faut que tu arrives avec un produit qui soit prototypé, enfin, faut que tu puisses monter le produit et il faut que tu aies des réponses sur l'industrialisation. C'est-à-dire que pour pouvoir, je pense que le produit, il coche toutes les cases pour passer, donc il veut être mon associé, ça c'est sûr, tu vois. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, pour que enfin, que ce soit pas, tu repartes pas les pieds devant, il faut que tu puisses montrer le produit et que tu aies des réponses claires sur l'industrialisation. Parce que si tu arrives en disant, bah voilà, on a fait le proto, on veut industrialiser, tu vois, Ouais. ça va être compliqué parce qu'il y a trop de questions et c'est trop compliqué. Alors que si tu dis, et ce que j'ai fait avec Blackline, ça a été ça, hein, j'ai dû industrialiser, moi je ne le ferai plus jamais, hein. C'est l'enfer. On a passé beaucoup de temps et puis c'est compliqué, enfin, et puis ça a coûté 3 fois plus cher que ce que. Enfin bref, tu vois, je veux dire, tous les problèmes, tous les trucs qui vont pas, on les a cochés et c'est pas parce que c'était Blackline. Enfin, tout le monde les coche, tu vois. Donc ça se passe toujours mal. Donc c'est très dur, mais c'est possible. Après, il faut trouver des solutions. J'ai donné un autre exemple de projet. C'était une fille qui s'appelait Nelly. Elle était arrivée, j'ai oublié le nom. En fait, c'était du do-it-yourself pour de la cosmétique. En gros, tu vois, et donc elle avait déjà industrialisé en Chine. Tu vois, donc en fait, elle avait résolu son problème et elle a pu lever. Et après, et ça marche très bien. Et là, maintenant, elle peut commencer à industrialiser en France. Donc, ce que je veux dire, c'est que parfois, il ne faut pas hésiter à prendre des solutions qui paraissent pas être les meilleures d'un point de vue écologique, tu vois, et c'est pas renoncer en fait à ses convictions, c'est qu'à un moment il faut avancer, il faut être pragmatique, et ensuite tu as les éléments pour y aller et tendre vers quelque chose en fait qui fonctionne. Ledger, à un moment on est allé en Chine parce qu'on n'avait pas le choix, et ensuite on est revenu. Tu vois, donc je veux dire, on est obligé de faire des concessions parce que la vie c'est dur et c'est pas forcément renoncer en fait fondamentalement à ce que tu soutiens. Donc là-dessus, il faut avoir un peu de flexibilité pour permettre au projet d'exister. Parce que sinon, si tu veux tout faire dès le début, ça ne marchera pas parce que c'est dur. Donc voilà, il arrive avec quelque chose qui fonctionne, une industrialisation, et après des promesses de dire on veut le faire en France, on veut faire ceci, mais au moins on part de quelque chose. Trop cool. Merci vraiment beaucoup. C'est top. Merci, bravo. On accueille notre dernier pitcher du jour. Il s'appelle Emmanuel. Bonjour Eric, bonjour à tous. Bonjour Emmanuel, bah c'est parti, je t'écoute. Alors, je m'appelle Emmanuel, j'ai 35 ans et j'habite à La Rochelle. Et après 10 ans passés chez Amazon à Paris et à Londres, j'ai décidé de me lancer le projet Repeat, qui est donc la plateforme de seconde main avec l'expérience du neuf pour les passionnés de musique. Donc aujourd'hui, en fait, 70% des instruments de musique sont achetés neufs, avec des composants tels que le bois, le laiton, le plastique et l'électronique, contre seulement 30% d'occasion. Alors qu'en plus d'être une démarche écologique, il y a un gain économique à acheter d'occasion et un gain de qualité, notamment pour les instruments en bois qui se bonifient avec le temps. Alors pourquoi? Car aujourd'hui, il n'y a pas de plateforme permettant d'acheter et de vendre des instruments de qualité en toute sérénité. Il n'y a pas de site spécialisé regroupant les instruments au même endroit. Il n'y a pas de garantie sur l'état et l'entretien de l'instrument et pas de possibilité de l'essayer avant de l'acheter, à moins de faire plusieurs centaines de kilomètres et parfois pour rien. Et la sécurité de la transaction, enfin, paiement et livraison, pas toujours optimale. Moi, depuis tout petit, par exemple, je rêvais de m'acheter une Gibson. C'était vraiment la guitare de mes rêves. Et seulement quand j'ai voulu sauter le pas et en trouver une d'occasion, je suis d'abord allé sur un site américain qui s'appelle Reverb. Mais là, toutes les guitares étaient quasiment toutes à l'étranger avec des droits de douane et des retours impossibles. Et ensuite, je suis allé sur Le Bon Coin. Mais là, toutes les guitares étaient très loin de chez moi. Je n'étais jamais certain de la qualité du produit.
et aucune garantie. Donc, j'ai dû faire confiance à un inconnu pour un achat à plus de 1 000 euros, le payer en amont et prier pour que la guitare arrive et en bon état. Donc, le concept de Repeat, c'est de créer une plateforme communautaire permettant aux musiciens d'acheter et de vendre des instruments d'occasion avec l'expérience du neuf. Donc, autant de sérénité, de garantie et de sérénité. Ça passe donc par un contrôle physique par un expert, donc un luthier ou un magasin de musique, pour garantir son état et sa qualité, une option de réparation et de reconditionnement, une livraison intégrée avec collecte à domicile et une possibilité d'essayer l'instrument et donc de le retourner en cas de problème. Le marché européen de la musique est porteur, avec 5 milliards de chiffre d'affaires et une croissance annuelle de 8,6%, et un marché de l'occasion en pleine expansion. Donc l'occasion va croître 11 fois plus vite que le neuf d'ici 2025, et 33 millions de clients ont acheté pour la première fois de l'occasion en 2020. La concurrence aujourd'hui, c'est comme je l'ai cité, le site Reverb, qui est un site américain de mise en relation entre particuliers et professionnels, et des sites tels que Le Bon Coin. Les cibles, donc l'idée c'est de cibler les particuliers, donc tous les passionnés de musique qui ont envie de trouver des instruments de musique de qualité en France et en Europe, et les professionnels, donc les magasins de musique qui souhaitent avoir plus de visibilité en ligne. Aujourd'hui, je suis en train de constituer l'équipe, donc avec moi-même comme fondateur, donc comme je l'ai dit, avec 10 ans d'expérience chez Amazon en business development côté retail et head of marketing côté Prime Video Channels. Et je suis actuellement en discussion avec un CPO pour m'associer avec lui qui aurait plus une expertise produit, data et tech. Le business model, très rapidement, donc le Repeat fonctionnerait sur le modèle de la marketplace avec un système de commission. Donc une commission allant de 5 à 15% selon le montant et le poids du produit qui sera prélevé sur chaque transaction. La livraison supplémentaire vers l'expert et le contrôle du produit sera intégré dans la commission. Et l'idée vraiment est de travailler avec les luthiers et magasins de musique pour le contrôle des produits et de se positionner plus comme un partenaire, un apporteur d'affaires en leur permettant de prendre une commission en fait, sur toutes les transactions qui se font entre particuliers qu'ils ne voient normalement pas passer. Et voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Ok, très bien. Le nom est sympa, Repeat, avec, je pense, le côté musical de répéter, j'imagine. Alors, en fait, c'est un peu comme un vestiaire collectif, mais pour les instruments de musique. Ma première question, c'est est-ce que c'est un marché de marge? C'est-à-dire que vestiaire collectif, ça marche parce que tu as des sacs à 5000 balles, des chaussures à 800. Si c'est pour acheter une flûte à 200 balles, ça ne marchera jamais. Donc, tu m'as parlé la Gibson à 1000 euros, mais est-ce que ça, c'est finalement l'exception? C'est quoi le prix moyen d'un instrument de musique sur le marché d'occasion comme ça? Tu vois, est-ce que je ne me rends pas compte? Oui, non, bien sûr. En effet, alors après, l'idée, c'est éventuellement dans ce cas-là aussi de commencer un peu plus niche sur des instruments justement qui requièrent l'expert, en fait, un expert comme un luthier pour contrôler le produit. Et en effet, ce serait des instruments en plus à partir de 500 euros. Le panier moyen est à peu près autour de 500 euros parce qu'après, on parle de guitare, mais ça peut être aussi après des pianos. Il y a beaucoup aussi d'électronique, en fait, hein, les pédales, les amplis, les trucs de DJ. Et dans ces cas-là aussi, donc le coût du reconditionnement et de la livraison serait moindre, mais le panier moyen est environ de 500 euros. Donc c'est pour ça que la commission serait assez aussi variable selon le prix du produit vraiment et son volume. Ouais, mais 500, c'est pas beaucoup parce que si tu imagines, même si tu prends 15%, il te reste 75 euros pour faire 2 livraisons, parce qu'en fait, il faut envoyer au luthier, et ensuite le luthier doit renvoyer. Le mec, juste pour dire bonjour, si pour gagner 20 balles, ça va pas l'intéresser. Et puis toi, il faut que tu vives. Et tout ça, c'est en TTC. Donc, 500, ça me paraît peu. Je pense que tu as raison d'aller sur un marché de niche, mais peut-être sur des trucs qui valent plus cher. Je sais pas, moi, si demain je vais acheter un bon violon, est-ce que c'est 500 balles ou c'est 1000 euros? Tu vois, encore une fois, je connais pas bien. Ouais. Donc, ouais. Alors après, ça monte quand même très vite. Hein. Après, quand on parle mass market, c'est plutôt 500 euros. Après, il y a quand même un gros marché avec tout ce qui est guitare et piano, où là, on est plus aux alentours des 1500, 5000 euros. Quand tu dis piano, c'est clavier, parce qu'un piano, oui. je pense que, ok, si tu vas pas le lire là, on oublie. Hein. Non. Ok. Oui. Et pareil, je pense qu'il y a des instruments que tu peux pas faire, la contrebasse, c'est des trucs, c'est intransportable. Donc, Tout à fait. Donc, moi, tout de suite, là, le premier réflexe, c'est de te dire, concentre-toi sur un marché de niche haut de gamme. Sinon, tu t'en sortiras pas. Si ton panier moyen, il est à 500 euros, je veux dire, quand tu réfléchis bien, tu vas gagner des cacahuètes. Et ça, pourquoi pas, mais dans un second temps.
Tu vois, quand vraiment tu feras de la masse, mais tu ne pourras pas faire de la masse dès le début. Donc, tu dois plutôt, surtout que tu n'auras pas l'équipe. Donc, au début, tu dois, je pense, vraiment te dire, voilà, des instruments de musique à 2 000 €, 3 000 €, enfin, des trucs pour des vrais musiciens. Enfin, et ce qui m'amène ensuite à l'autre question, c'est quoi en fait la taille? Est-ce que vraiment, finalement, si moi je suis un musicien, j'ai acheté un violon, je sais pas, 4 000 €, enfin un beau truc, est-ce que je le revends? Est-ce que je le revends jamais? Est-ce qu'un musicien, finalement, il fait tourner ses instruments? C'est quoi la dynamique du marché un petit peu haut de gamme? Tu vois, pas du truc bas de gamme où Ouais. les gens ils veulent essayer un jour. Enfin, donc là, si on est à plusieurs milliers d'euros, je pense qu'on est plus des professionnels ou des amateurs vraiment. C'est quoi cette dynamique? Est-ce qu'il y a beaucoup de volume? Est-ce que ça tourne? Ouais, non, non, bien sûr. Alors, juste par rapport à ta première question, en effet, en fait, donc il y a, je pense, en effet, il y a le haut de gamme et la niche au niveau du haut de gamme. Et après, l'idée que j'avais éventuellement, si je voulais justement aller sur des produits qui étaient en dessous de 500 € par exemple, c'est de proposer en fait ce reconditionnement-là et cette expertise-là de manière optionnelle pour un montant de 15 €, comme le fait par exemple Vestiaire Collectif. Où là, en fait, c'est pas forcément toujours intégré, mais c'est plus un plus pour le client qui veut vraiment une sérénité et être sûr que son produit a été vu par quelqu'un, Ouais, quelque mais chose vestiaire d'optionnel et collective, puis ils le font sur place, tu vois. Tu peux pas l'envoyer, le remettre. Donc, attention à tes 15 €, ça coûtera plus cher. ouais. Ok, non, je le note, c'est vrai. Tu vois, Et enfin, ensuite, c'est oui, oui, même non, pas le non, prix bien de sûr. port, quoi. Ouais, ouais. Oui, Donc oui, bon, donc je veux dire, c'est peut-être 100 € en fait. Donc attention, voilà. Ne surtout ne sous-estime pas le prix que ça va coûter, surtout que des luthiers, enfin, j'imagine qu'il n'y en a pas des tonnes et que je pense qu'ils ont du boulot. Je ne sais pas, tu vois, moi qui soit. Est-ce que c'est facile? Demain, je veux faire réparer ou réviser un violon. Est-ce que je trouve un luthier tout de suite? Est-ce qu'il me prend tout de suite? Ou alors il va me dire, ah, c'est bon, je te le donne dans 6 mois. Attention aussi à ça. Tu vois, là, j'en sais rien. ouais. C'est pour ça que, ouais, en effet, les luthiers sont assez pris. Et c'est pour ça aussi qu'on travaillerait avec des magasins d'occasion, des magasins de musique, qui eux ont de plus grosses structures et auraient plus le temps de le faire. Et Ok. après, en termes de justement, en effet, de récurrence d'achat, il y a vraiment deux profils. Il y aura les collectionneurs qui, eux, en fait, vont vraiment aller sur du haut de gamme et vont garder leur instrument. Mais après, il y a beaucoup de musiciens qui, en fait, sont obligés de faire tourner leurs instruments pour pouvoir justement aller toujours à mieux ou alors à différent. Et donc, il y a quand même en effet un roulement assez conséquent. Ok, ok. Bon, bah dans ce cas, si tu as un marché qui a une certaine dynamique, vraiment, moi, je te conseille d'aller là en priorité parce que de toute façon, c'est dans le haut de gamme que tu vas pouvoir mettre ton service, avoir de la marge et fonctionner parce que, et ensuite, ça donnera, tu vois, la visibilité pour éventuellement aller sur le marché plus de masse et de limiter peut-être tes services à certains types d'instruments de musique. Tu vois, où on sait qu'il y a du roulement, on sait qu'il y a besoin effectivement d'avoir une vérification, certification, des choses que tu peux pas acheter comme ça sans. Enfin, tu vois, c'est peut-être tous les instruments qui sont comme ça, hein. Moi, encore une fois, je Ouais, ne connais pas grand-chose. Mais vraiment aller là où il y a de la marge. ouais. Parce que de manière non intuitive, c'est plus c'est cher, plus les gens sont prêts à payer. Enfin si c'est peut-être Oui, intuitif, oui, en oui, fait, non, je mais sais tout à pas, fait. mais quelqu'un qui veut acheter un clavier à 300 balles, jamais il mettra 20 balles de plus ou 30 balles de plus, tu vois, parce qu'il est déjà au ras du ras. Alors que quelqu'un qui va acheter un violon peut-être à 3 000 €, il sera prêt peut-être à le payer 3 500 s'il est sûr de l'avoir, que ce sera nickel, qu'il n'aura pas de problème. Et tu auras des gens, tu vois, qui seront prêts à mettre parce que c'est aussi pour le travail, c'est important, ils connaissent la valeur, tu vois, ils ne vont pas discuter la valeur de ce que tu apportes. Complètement. Donc le go-to-market, vraiment, je le mettrai là-dessus, sur du haut de gamme, et je me ferai un nom, une réputation qui ensuite te permettra de descendre en gamme. Et puis bon, d'une manière générale, là encore, ce que je comprends, c'est une startup. Tu parles d'un CPO, un machin, donc c'est un projet qui va, tu vois, si tu commences à avoir une équipe, ça va avoir un certain coût. C'est pas un truc que tu peux monter tout seul comme ça dans ton coin en visant des petites marges. Tu vois, tu peux pas grignoter. Là, il faut que tu fasses peut-être pas de volume, mais vraiment de la super marge. Mm. Et c'est ça qui te permettra d'avancer, je pense, et de pouvoir constituer et payer ton équipe. Parce que là aussi, à moins que tu lèves des fonds, parce que c'est pareil, comment tu vas faire, comment tu vois le début en fait? Est-ce que tu Ouais. vas faire petit à petit Alors, ou alors tu. non, tout à fait. Alors, juste un point avant que je réponde à ta dernière question qui est assez important que je n'ai pas précisé, c'est qu'en fait, il y aura beaucoup de professionnels, hein, de magasins qui vont aussi en fait mettre en ligne leurs instruments. Et vu qu'ils sont déjà professionnels, il y aurait en fait une charte de qualité qui serait signée en fait avec eux. Et dans ce cas-là, l'instrument serait directement envoyé aux particuliers. Et donc, on n'aurait plus en fait les frais de transport et les frais de contrôle qui sont déjà, vu que ce sont déjà des experts et des professionnels. Donc là, tu Donc es là, plus une place de marché en fait.
C'est-à-dire Tout que à tu fait. réunis en fait tout un Exactement. flux existant qui n'est pas forcément visible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je veux acheter une guitare, en fait, faut que j'appelle tous les magasins un par un pour. Il n'y a pas de truc qui unifie tout le monde. C'est ça. Et ils sont tous regroupés à Paris. Leurs sites web sont mal référencés. Donc, pour les trouver, c'est compliqué. On ne connaît pas leur nom. Et donc, c'est vraiment compliqué aujourd'hui de tous les trouver. D'accord. OK. Et ta deuxième question, comment débuter? En effet, je pense que l'idée, c'est de réussir à autofinancer un MVP, en tout cas, pour essayer de voir s'il y a réellement justement cette traction. Et après, j'imagine, c'est soit une association avec un CTO ou alors, en effet, avoir recours à des investisseurs. Mais le début, Ouais. on aimerait en tout cas voir autofinancer le MVP et aviser ensuite. Et pourquoi tu as besoin d'un CTO? Non, alors le CTO serait dans un deuxième temps. C'est plus D'accord. CPO en tout cas au début Ok, qui a un lui un CPO, peu d'accord. Ok, Ouais, plus ouais. marketing, parce que je pense que tout ça, tu peux le faire en no-code assez facilement. Enfin, tu vois, tu n'as pas besoin d'avoir C'est ce que je m'étais dit. Shopify propose une option marketplace. Et donc, Ouais, moi, ouais, je ouais. m'étais dit justement qu'on pourrait le faire un peu comme ça et Voilà, aviser ouais, ensuite. tout à fait. Je pense qu'il faut vraiment commencer avec des outils assez simples en no-code et tout mettre sur le marketing, le produit, en fait, la marque, pardon, voilà, qui doit rassurer, tu dois avoir une légitimité et vraiment aller sur le haut de gamme au début, parce que sinon, je pense que tu vas t'épuiser sur des trucs. Tu auras l'impression que ça marche parce qu'en fait, tu vas bosser comme un chien, tu vas tout faire gratuit, tu vas tout prendre sur toi pour des cacahuètes. Et puis le jour où tu voudras scaler, bah, tu vas t'apercevoir qu'en réalité, si tu prends en compte ton propre coût, ce qui est une erreur qui est souvent faite, c'est qu'en fait, tu travailles comme un chien, mais tu travailles gratuit, mais en fait, tu as l'impression que ça marche. Mais si finalement, si tu tires l'Excel et qu'il en faut 10 comme toi, mais qu'il faut les payer au bon prix, bah, ça ne marche plus du tout. D'où l'importance d'aller vraiment chercher, encore une fois, de la marge parce que malheureusement, voilà, c'est une remarque un peu générale, mais bon, j'ai fait pas mal d'investissements, avec notamment de qui peut être mon associé et d'autres. Là, je pense cette année, j'ai pas mal de boîtes qui vont déposer le bilan parce qu'elles font pas assez de marge. Parce que tu prends du e-commerce, bah, tu vends un produit, en fait, tu fais pas assez de marge parce que tu pensais que ça irait, mais tu es obligé de faire des millions d'euros de chiffre d'affaires pour réussir à rentabiliser. Et en fait, ça devient complètement débile. Et la marge, voilà, il faut pas en fait sacrifier la marge pour de la fausse croissance. Il faut viser à long terme et donc aller toujours réfléchir où est-ce que je peux aller chercher le plus de marge possible. Parce qu'aujourd'hui, c'est terminé de financer la croissance par de l'investissement, par des levées de fonds et finalement de tout cramer l'argent sur finalement la volonté d'avoir de la croissance à tout prix. Voilà, mon conseil, c'est vraiment la marge, et donc va sur du haut de gamme, parce qu'en plus, tu vas améliorer ta marque, créer une vraie légitimité, et au moins, tu feras tout ça pour quelque chose. Et si ça ne marche pas sur le haut de gamme, je vois pas comment ça peut marcher en dessous, tu vois, enfin, surtout la manière dont tu me présentes les choses. Donc voilà vraiment mon conseil Je propose principal. qu'on fasse une énorme ovation, une hola pour Eric et pour vous tous. Bravo. Hein. Merci. Merci Eric. Merci infiniment. C'est vrai qu'on était plus sur des profils un peu start-up aujourd'hui et on sera plus résolument ciblé sur les indépendants à partir de janvier. J'espère Ouais, c'était Chloé vraie indépendante. Maharo, je sais pas, parce que c'est quand même une équipe. Mais ouais, c'est vrai qu'on a là, c'était plus des profils start-up, donc je me suis senti très à l'aise. Hein. Ils n'ont pas osé cette fois-ci, les indépendants. Mais Eric sera là pour vous conseiller sur votre présentation et aussi la forme. Donc, vous inquiétez pas. Et tu vois, vous avez vu comme il est sympa, n'ayez pas peur. Donc, ce sera plutôt des indépendants. Eric, merci infiniment. J'espère que les conseils d'Eric ont été super précieux. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à dire partout où vous pouvez que envie, c'est chouette, parce que ça nous aide. Nous aussi, on est tout petit. Et on espère bien grandir en visant faire de la marge, Catherine, beaucoup de marge. Et la marge, ça sera 10 € par mois à partir de janvier, la communauté Envie. Donc, on ne va pas vous ruiner, mais on aura quelques beaux rendez-vous avec vous pour apprendre à faire des ateliers business rentables. Voilà. Et merci et bravo aux pitchers parce qu'il faut se lancer. Eric, voilà, ça n'a l'air de rien, mais ils ont beaucoup bossé. Non, mais c'était très bien, très bonne qualité. Je pense que franchement, voilà, vous aviez bossé, vous n'êtes pas arrivé les mains dans les poches, donc bravo. Avec beaucoup de cœur. Et c'est aussi, voilà, tout ce qu'on propose, nous, en formation, Eric, c'est d'accompagner ces gens qui arrivent avec un projet tout balbutiant et de mettre ça en forme pour, en appliquant les bons conseils que tu nous as partagés aujourd'hui et que tu partages avec ceux qui sont en formation parce que tu nous as fait l'amitié d'une masterclass.
voilà, d'arriver à un projet qui soit rentable, qui ait du sens, qui soit utile dans le monde dans lequel on vit et qui permette à ceux qui le portent de vivre durablement, dignement et de se faire plaisir. Ouais, c'est un beau mot Voilà. pour finir, ça, plaisir. Tout à fait. Merci énormément. On vous dit à très bientôt. Décidément, on est en famille. On retrouve Marc Simoncini ce soir à 18h30. Si vous voulez lui poser des questions, on va faire un Ask Me Anything. Il va répondre à tout. On va voir. Et on vous attend avec plaisir sur Envie. Aidez-nous à grandir. On compte sur vous. Merci infiniment, Eric. On vous Merci, embrasse. merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci Eric. À bientôt. Merci beaucoup. Merci Au revoir. beaucoup. Bravo revoir. à tous.